Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis ravi d'être face à vous aujourd'hui afin de vous transmettre mes connaissances sur un petit voyage dans notre galaxie et à l'extérieur de notre galaxie jusqu'aux confins de l'univers. Voilà, donc je reviens sur ma précédente conférence sur le système solaire dans laquelle j'ai parlé d'un vaisseau spatial supraluminique, c'est-à-dire qui se déplace à une vitesse de 100 fois la vitesse de la lumière. Mais vous avez bien compris que ce vaisseau spatial est d'une part un vaisseau spatial imaginaire et d'autre part qu'il ne nous faut pas ce genre d'appareil supraluminique pour nous déplacer dans notre système solaire, car notre système solaire est un petit point, je dis bien un petit point, et encore invisible dans notre galaxie. Donc nous avons besoin de ce vaisseau spatial extraluminique qui se déplace à une vitesse 100 fois celle de la célérité de la lumière lorsque nous avançons dans notre galaxie, comme nous allons le faire aujourd'hui. C'est une galaxie qui fait 100 000 années-lumière de longueur, de diamètre. Donc figurez-vous que la lumière, à la vitesse de la lumière, 300 000 km/s, met 100 000 ans à la traverser. Donc il nous faut véritablement un vaisseau spatial qui se déplace très très vite. Et en dehors de notre galaxie, alors là, les vitesses sont intenables, effrayantes. Là, nous rentrons dans des proportions hors normes. Donc c'est pour cette raison que je regrette d'avoir fait cette erreur dans cette première conférence sur ce vaisseau extraluminique. Il ne nous le faut pas dans le système solaire. Mais en revanche, dans ce voyage que nous allons accomplir aujourd'hui ensemble, notre galaxie, dans la Voie lactée, et en dehors de notre galaxie, il nous faut absolument euh, cette, euh, ce, ce vaisseau spatial imaginaire qui se déplace à la vitesse 100 fois supérieure, 100 fois celle de la lumière. Donc voilà, finalement, j'aimerais mettre les choses au point. Je fais ce genre de conférence par amour pour vous, afin de vous transmettre un petit brin de mes connaissances. Et si j'arrive à induire ne serait-ce qu'une personne parmi vous, si vous êtes 10, 30, 100, 200 à me visiter, et que j'arrive à pousser l'un de vous vers la curiosité en astronomie, vers une grande curiosité en astronomie, je serai ravi et j'aurai accompli mon devoir. Car mon devoir est de vous transmettre mes connaissances. J'ai des connaissances, mais bon, elles ne doivent pas rester euh, telles qu'elles sont dans mon cerveau, mais elles doivent être communiquées. Et je vous les communique avec amour. Je veux vous transmettre cela afin que vous-même vous en bénéficiez et vous puissiez faire bénéficier les autres de cet apport intellectuel. Donc, nous entrons dans notre galaxie. Je commence la conférence nous rentrons dans cette galaxie, dans notre galaxie, dans la Voie lactée, et nous allons nous déplacer de Proxima du Centaure au pilier de la création qui se trouve à 7000 années-lumière de la Terre ou du Soleil, jusqu'à l'étoile Stephenson 218, qui se trouve à 20 000 années-lumière de la Terre. Donc lorsque nous sommes à 20 000 années-lumière de la Terre, nous sortons de notre galaxie. Il est évident que nous n'allons pas tracer une ligne droite entre Proxima du Centaure et l'étoile Stephenson 218. Cette ligne droite n'existe pas. Nous allons faire des zooms avant, des zooms arrière, nous allons faire des zigzags à droite, à gauche, afin de déambuler parmi toutes ces étoiles qui sont infinies. Et les directions sont infinies, ne serait-ce que lorsque nous sortons de notre galaxie.
les distances sont infinies et les directions sont infinies. Donc si vous allez d'un degré à droite, vous n'allez pas vous n'allez pas 1 degré à gauche. Et si vous allez 5 degrés à droite, vous n'allez pas 5 degrés à gauche. Et vice-versa. Donc nous sommes dans un, dans, dans un univers hors norme. Ensuite, nous accomplirons un petit voyage dans le supervide d'Eridanus. Et je vous expliquerai, grâce à la théorie des cordes, je vous expliquerai comment on s'y est pris, comment les astronomes s'y sont pris pour, euh, pour faire un grand pas dans la recherche de ce mystère, qui reste un des plus grands mystères de la science contemporaine. Le super vide d'Éridan, hein, qui se trouve à 3 milliards d'années-lumière de la Terre, c'est-à-dire à 3 milliards d'années d'ici. Voilà. Donc, voilà, lorsque nous, nous entrons avec ce super vaisseau qui se déplace à une vitesse 100 fois celle de la célérité, c'est-à-dire 100 fois celle de la lumière. Rendez-vous compte, la lumière c'est 300 000 km/s, donc 300 fois c'est 30 millions de kilomètres secondes. Hein, c'est énorme. Hein. Donc c'est un vaisseau spatial imaginaire, bien sûr, qui n'existe pas, qui existe dans nos fantasmes, dans les fantasmes des, euh, des astronomes, mais on est encore bien loin de cela. Je pense que dans 2-3 000 ans, nous n'aurons pas encore trouvé ce fameux vaisseau spatial supraluminique. Mais bon, restons-en aux appréciations de l'heure d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 26 juin 2021 et je fais cette conférence, deuxième conférence en astronomie. Donc, lorsque nous entrons dans notre galaxie, que nous sortons de notre système solaire, nous avons passé la fameuse ceinture de Kuiper, la ceinture de Hills, la ceinture de Oort, dont je vous ai parlé la dernière fois, et nous entrons dans notre galaxie, dans notre Voie lactée. Donc là, bon, dans notre galaxie, quelle est la première, étoile qui se présente à nous? C'est l'étoile la plus proche de nous, qui se trouve à 4,2 et 4,5 années-lumière d'ici, c'est-à-dire à 42 000 ou 45 000 milliards de kilomètres d'ici. Voilà. Alors, grâce à notre vaisseau spatial, on se dirige très rapidement vers ces étoiles, bien sûr. Voilà. Donc, on trouve proximement du Centaure. Alors là, je vais me permettre d'un petit peu lire mes recherches, car si je ne lis pas mes recherches, je risque d'oublier certaines choses. Bon, voilà. C'est pour cette raison que je vais me permettre de lire un petit peu ce que j'ai trouvé à vous raconter. Alors, Proxima du Centaure, c'est l'étoile la plus proche de la nôtre, bien sûr. Ce sont ici 3 étoiles qui prisonnières d'un balai cosmique. Pourquoi? Parce qu'elles tournent l'une autour de l'autre. Il y a donc le couple central, Alpha Centauri A et Alpha Centauri B. Et la troisième étoile, Proxima du Centaure. Alors, cette dernière, Proxima du Centaure, est séparée de Alpha Proxima A et Alpha Proxima B de 2000 milliards de kilomètres. C'est rien, mais c'est quand même une certaine distance de la paire centrale. Hein. Donc voilà. Donc à partir de cet instant, les distances deviennent véritablement affolantes et dépassent l'imagination. C'est pour cette raison que notre fameux vaisseau spatial imaginaire nous est précieux dans ce cas. Très très précieux d'ailleurs. Alors vient ensuite l'étoile Epsilon Eridani. Epsilon d'Eridan est une étoile naine, orange, distance de 10,5 années-lumière du Soleil, ou de la Terre, c'est pareil. La Terre se trouve à 150 millions de kilomètres du Soleil, donc c'est rien, c'est même pas un saut de puce. Pour
cette raison que la Terre ou le Soleil, bon, c'est pareil. Hein. Voilà, donc se trouve à 10,5 années-lumière du Soleil. C'est une étoile plus petite que le Soleil. La présence de deux ceintures d'astéroïdes autour de cette étoile laisse penser que d'autres planètes, des exoplanètes, gravitent autour d'Epsilon Eridani. On ne les a pas encore localisées, mais on essaye de les localiser. Beaucoup d'astronomes travaillent sur ce projet. C'est un projet qui est sérieux. Voilà. Ensuite, l'étoile Gliss. On appelle l'étoile Gliss à 181, mais je vous l'appelle l'étoile Gliss. Elle se trouve à 20 années-lumière de la Terre. Petite distance, mais enfin bon, quand même. 20 années-lumière, c'est bon. C'est quand même bon 200 000 milliards de kilomètres. Pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Sa surface est solide de cette étoile Gliss. Les ondes mettent 20 ans. Comme elle se trouve à 20 années-lumière de la Terre, les ondes électromagnétiques mettent 20 ans à atteindre la Terre. Autour de Gliss 581G, il y a des planètes extrasolaires, potentiellement habitables. C'est ce qu'on a trouvé. C'est ce qu'on pense. Potentiellement habitable. Donc ensuite vient l'étoile de Vega. Vega. Donc Vega se trouve à 25,5 années-lumière de la Terre ou du Soleil, dans la constellation de la Lyre. C'est la 5e étoile la plus brillante du ciel. Elle se situe près d'Arcturus. Arcturus se trouve à 12,5 années-lumière de Vega, se trouve à 37,6 années-lumière. Arcturus, dans l'hémisphère nord. L'étoile Vega fut l'étoile polaire au XIIe siècle. L'étoile polaire. Elle le sera à nouveau dans 12 000 ans. Donc ça change constamment. Chaque 12 000 ans et demi ou 13 000 ans, ça change. Les irrégularités du disque de Vega suggèrent la présence d'au moins une exoplanète, probablement de la taille de Jupiter. Donc elle est assez grande cette planète, puisque je vous ai dit que dans la précédente conférence, je vous ai dit que Jupiter était la plus grosse planète de notre petit système solaire, minuscule système solaire. C'est une étoile blanche, cette fameuse étoile de Vega, l'étoile Vega. Elle deviendra une géante rouge, puis une naine blanche. Vega a une masse 2 fois supérieure à celle du Soleil. Son équateur est en rotation à 274 km/s, ce qui est énorme. Vient ensuite l'étoile Arcturus. C'est l'étoile la plus brillante de la constellation du Bouvier. La plus brillante. Son diamètre de 25 fois celui du Soleil. Vous vous rendez compte? 25 fois celui du Soleil. Est à 37,6 années-lumière du Soleil ou de la Terre. Elle constitue avec Spica et Regulus, alors Spica et Arcturus sont en bas, et Regulus est en haut. Donc vous avez un triangle. C'est ce qu'on appelle le triangle du printemps. C'est une géante rouge, cette fameuse étoile Arcturus. Elle évoluera ensuite en naine blanche. C'est toujours très intéressant d'étudier la transformation des étoiles. C'est très très intéressant. C'est la base de l'astronomie. Elle est 110 fois plus lumineuse que le Soleil. 110 fois. Arcturus et le groupe d'étoiles d'Arcturus sont des étoiles qui proviennent d'une petite galaxie qui serait entrée en collision avec la nôtre, avec la Voie lactée, et aurait fusionné avec la Voie lactée il y a 5 à 8 milliards d'années. Donc nous n'étions pas nés encore. Voilà. Donc vient ensuite l'étoile d'Aldébaran. La fameuse étoile d'Aldébaran. Elle se situe dans les Hyades. Cet amas d'étoiles est la plus proche de la Terre. Cet amas d'étoiles est la plus proche. Proxima du Centaure, c'est l'étoile la plus proche, mais ça, c'est un amas d'étoiles. Et amas d'étoiles est la plus proche de la Terre. Est une étoile géante orangée. L'étoile la plus brillante de la constellation zodiacale du Taureau, située à environ 66 années-lumière du Soleil. Elle est composée de 2 étoiles. Elle rentre souvent dans ce que les astrologues, lorsqu'ils font leur composition du ciel, elle rentre souvent
Aldébaran rentre souvent avec Beltégeuse, rentre souvent en ligne de compte. J'expliquerai ça un jour si je vous donne si je vous fais une conférence sur l'astrologie. Mais bon, c'est autre chose. Alors, elle est composée de deux étoiles, une fameuse étoile Aldébaran, BU 550 et Alpha Tauri B. C'est pour ceux qui s'intéressent à l'astronomie. Hein. Aldébaran B, Tauri B, est la seule exoplanète connue de ce système et a un diamètre approximatif de 45 fois celui du Soleil. C'est pas mal déjà, 45 fois celui du Soleil. Donc, continuons notre progression. L'étoile Régulus se situe à 79 années-lumière du Soleil ou de la Terre, dans la constellation du Lion. C'est un système stellaire composé de 4 étoiles. 4 étoiles. Elle est visible de toutes les zones habitées de la Terre, de partout. Que vous soyez en Patagonie, à Ceylan, en Amérique du Nord, vous la verrez avec un bon télescope, 200 mm au moins. Hein, voilà. Elle est visible de toutes les zones habitées de la Terre. Le 20 mars 2004, l'étoile fut occultée par Erigon. Le phénomène aurait été observable à l'intérieur d'une bande d'environ 110 km, passant dans le sud du lac Ontario, entre la frontière entre le Canada et les États-Unis, ainsi que par New York. Mais bon, la luminosité ayant été occultée par de nombreux nuages à cette époque, aucun astronome ne put véritablement voir cette occultation. En 2005, Régulus fut occulté par Rhodope et observé au Portugal, en Espagne, en Italie et en Grèce. Voilà. Donc, cette étoile se trouve dans la bulle locale, comme le Soleil. Elle se trouve très proche de la Terre, hein, très proche du système solaire. Donc, maintenant, nous allons visiter l'étoile d'Algol, dans la constellation de Persée. C'est une étoile, c'est un système stellaire composé de 3 étoiles, Algol A, Algol B, Algol C, qui tournent l'une autour de l'autre. La distance qui nous sépare d'Algol est de 92,8 années-lumière. C'est pas mal déjà. L'étoile Spica, maintenant. L'étoile Spica, c'est l'étoile la plus lumineuse de la constellation de la Vierge. Et la 15e étoile la plus brillante du ciel nocturne. 15e étoile. Pas moi qui les ai comptés, mais c'est les astronomes qui le disent. Enfin, les spécialistes qui s'occupent de la luminosité des étoiles. C'est un système composé de 2 étoiles très proches l'une de l'autre. Se situe à 260 années-lumière de la Terre. C'est déjà pas mal. C'est déjà assez éloigné. Hein, assez éloigné. Donc, voilà. Donc, maintenant, nous entrons dans le grand amas globulaire de la constellation d'Hercule. C'est l'une des 48 constellations répertoriées par Ptolémée au IIIe siècle. Hein. Ptolémée qui a fait le premier Almagès, la première composition du ciel, qui fut une erreur, bien sûr, parce que la Terre était le centre de notre système solaire. Il faut attendre Galilée, Kepler, Copernic, etc., pour que la Terre ne soit plus le centre de notre système solaire, mais soit à la périphérie, que ce soit notre Soleil, qui soit au centre de notre système solaire. Donc, c'est une des 48 constellations répertoriées par Ptolémée, se situant dans l'hémisphère nord, à 382 années-lumière de la Terre. C'est pas proche, c'est un petit peu loin. L'amas de Hercule M13 est constitué d'environ 1 million d'étoiles, serrées dans un espace de 150 années-lumière de diamètre. 150 années-lumière de diamètre. C'est pas mal, mais bon, c'est serré. Alors nous avons Herculis ou Razelgheti, situé à 105 années-lumière, et sa principale étoile, qui brille 105 fois plus fort que le Soleil. L'étoile numéro 3, Sarin, située à 95 années-lumière, brille 40 fois plus que le Soleil. Quant à l'étoile géante, Ras Algeti, A-L-G-E-T-H-I, distante de
430 années-lumière, brille 830 fois plus que notre Soleil. Dans les années 1970, suite aux équations de Drake, c'est un grand astronome, astrophysicien américain, 1861, qui nous révèle l'existence de millions de vies extraterrestres dans notre galaxie. Des millions de vies dans notre galaxie. Notre petite galaxie minuscule, qui fait 100 000 années-lumière. Donc la lumière met 100 000 ans à la traverser. Il y aurait, selon les équations mathématiques de Drake, 1961, il y aurait des millions de vies extraterrestres. C'est vers ce coin de la galaxie, donc vers le grand amas globulaire de la constellation d'Hercule, que les astronomes ont envoyé un message interstellaire à bord d'une sonde avec la structure de notre ADN. On venait de la trouver en 58-59, donc c'était récent. Avec la structure de notre ADN, un message sonore en multiples langues, toutes les langues, une soixantaine de langues à peu près, des chansons populaires de différents endroits terrestres. Des chansons populaires, c'est important. Et enfin une carte de notre minuscule système solaire révélant où nous trouver. S'ils nous cherchent, qu'ils nous trouvent, mais où nous trouver? On leur donne notre position géographique, notre petit minuscule système solaire. Qu'est-ce qu'il est minuscule, mon Dieu, mon Dieu. Alors maintenant, nous entrons dans les Pléiades, où amas M45 se situe à environ 444 années-lumière de la Terre, ou du Soleil, c'est pareil. C'est un amas d'étoiles. Les Pléiades, c'est un amas d'étoiles. Se trouve dans la constellation du Taureau. On dénombre plus de 3000 étoiles dans cet amas. Seules une douzaine sont visibles. Les 9 étoiles les plus brillantes de cet amas tirent leur nom de 7 sœurs et de leurs parents. Alors vous avez les sœurs et les parents ici qui sont un petit peu mélangés. Alcyone, je vous en parlerai, c'est Hercolobus. Hercolobus, je vous en parlerai peut-être un jour dans une conférence sur Hercolobus, qui devrait rentrer dans notre système solaire prochainement. C'est ce que disent les farfelus en astronomie. Mais intéressant, c'est intéressant de le savoir. Pourquoi ne pas vous faire une conférence sur cela, hein, voilà. Là, je vais prendre un petit peu de vacances, j'en ai besoin, mais bon, après, au mon retour, je saurai quoi faire. Donc, vous avez Alcyone, Atlas, c'est le père, hein, Electre, Maia, Mérope, etc., etc. Grâce à une connaissance précise de sa distance, un diagramme d'Exprung-Russell de l'amas a été tracé par les astronomes. Cet amas est visible à l'œil nu dans le ciel d'automne, proche de Sirius. Elle est proche alors de Sirius, de la Ceinture d'Orion et de l'étoile Aldébaran. Alors le diagramme d'Hertzsprung-Russell, inventé par Hertzsprung, H-E-R-T-Z-S-P-R-U-N-G. C'est un astronome gallois qui est né en 1873 et qui est mort en 1867. Et l'astronome américain Russell, qui est né en 1877 et qui est mort en 1957. Alors, ce fameux diagramme d'Hertzsprung-Russell, il y a une ordonnée, une abscisse, les températures, les distances. Il fut inventé, découverte par ces deux astronomes qui ont beaucoup travaillé sur la visibilité et la connaissance des étoiles, fut inventé en 1910-1911. Ce diagramme donc a une ordonnée avec une échelle de magnitude absolue et une abscisse dans une échelle de température. C'est ainsi qu'on évalue la couleur des diverses galaxies, leur approche selon qu'elles sont bleues. Quand elles se rapprochent de nous, de notre galaxie, elles sont bleues. Quand elles s'éloignent, elles sont rouges. C'est ainsi qu'Edwin Hubble, le grand astronome américain Edwin Hubble, réussit en 1929 à prouver l'extension de l'univers, ce qui est très important. Très important. Ensuite, donc, nous allons visiter la fameuse étoile Bételgeuse,
qui se situe à 725 années-lumière de la Terre. Bételgeuse. Je vous ai dit qu'elle rentre avec Aldébaran, elle rentre beaucoup dans les conceptions astrologiques de certains astrologues farfelus. Mais bon, intéressant de le savoir. Bételgeuse. 725 années-lumière de la Terre. C'est une étoile extrêmement brillante, marquant l'épaule droite de la constellation d'Orion. Cette supergéante rouge, plus jeune que notre étoile, est en fin de vie et pourrait exploser en supernova d'ici 100 000 ans et disparaître. Bételgeuse intrigue car elle s'assombrit souvent, phénomène dû à d'immenses taches recouvrant jusqu'à 70% de sa surface. Elle est 20 fois plus massive que notre Soleil et 1000 fois plus grande. Vous vous rendez compte, 1000 fois plus grande que le Soleil. Bételgeuse émet en permanence de forts vents stellaires qui émettent des bouffées de gaz et de poussière particulièrement importantes. Enfin, son rayon est de 617 millions de kilomètres. Notons aussi qu'en 2019, on a aperçu un obscurcissement de la partie sud de cette étoile, donc l'hémisphère sud de cette étoile de Bételgeuse. C'était après analyse de la poussière de gaz qui sortent de l'étoile et qui obscurcissait celle-ci. Poussière de gaz qui met quand même 1000 ans à passer du noyau à la photosphère, c'est-à-dire du noyau à la surface, 1000 ans. Les gants de l'étoile est immense, immense, immense étoile. Nous rentrons ensuite dans le nuage d'Orion. Alors, le nuage d'Orion, les étoiles des constellations nous paraissent groupées dans le ciel nocturne, mais en réalité, elles sont très éloignées les unes des autres. Oui, forcément. Quand on les voit de loin, elles nous paraissent toutes proches les unes des autres. Mais en vérité, elles sont éloignées à des milliards et des milliards et des milliards de kilomètres les unes des autres. On en répertorie donc 88, 44 pour chaque hémisphère terrestre. Pour le nord, on les appelle les boréales. Et pour le sud, les australes. Ce nuage d'Orion est la nébuleuse la plus intense, visible à l'œil nu dans l'hémisphère nord, en l'absence de pollution lumineuse. Sa taille est d'environ 24 années-lumière. Quand même, le nuage d'Orion, 24 années-lumière. C'est sa taille, c'est quand même assez important. Sa distance de la Terre est de 1350 années-lumière. Donc, une onde radio mettrait 1350 ans pour le parvenir. Bon, nous serions morts depuis longtemps. Hein. Alors, nous arrivons à cette fameuse étoile UY Scuti. J'aime bien cette étoile-là parce que c'est une des plus grandes étoiles connues. Une des plus grandes. Elle se situe à une distance de 9500 années-lumière de la Terre. Ce rayon est de 1 milliard 189 millions 352 136 km. Rendez-vous compte. 1 milliard, presque 2 milliards. Son rayon, donc presque 4 milliards le diamètre, soit 2 fois la taille de celui de la célèbre Bételgeuse. UY Scuti est si gigantesque que si la Terre avait le diamètre d'un ballon de plage de 20 cm, le Soleil mesurerait 22 mètres. Quand même pas mal. Mais UY Scuti aurait un diamètre d'environ 38 km. Ce qui est... Rendez-vous compte. Essayez un petit peu d'analyser cela. On parvient maintenant à la nébuleuse de la tête du cheval. La tête de cheval. La nébuleuse de la tête de cheval. Distance d'environ 1600 années-lumière de la Terre, du Soleil. Elle se cache dans la constellation d'Orion. C'est une tête de cheval géante. Alors, on la voit bien. Qui se dresse dans l'espace, découverte en 1888 sur une plaque photographique par l'astronome américaine Williamina Fleming. Alors pourquoi une dame, pourquoi une femme, très grande astronome, parce que dans les années 1888 jusqu'en 1920, les femmes n'étaient pas autorisées à regarder dans le télescope. C'était l'apanage des hommes. Rendez-vous compte. C'est véritablement ignominieux pour la femme. Donc cette femme-là, qui était sur ces plaques photographiques, elle a découvert
cette fameuse tête de cheval. Et elle en a parlé. Donc c'est elle qui l'a découvert. Et non pas ceux qui ont regardé dans le télescope sans rien voir, mais qui ont appuyé sur le bouton pour prendre des photos et qui sont apparus sur les plaques photographiques de madame, c'était une dame mariée, Fleming, Madame Fleming Williamina. Voilà. La nébuleuse de la tête de cheval fait partie, c'est une injustice quand même, hein, très grande injustice, les pauvres astronomes, comment travaillaient-elles? Travailler sans pouvoir regarder dans le télescope. C'est ignominieux. Enfin bon, cette période est passée, elle est derrière nous. La nébuleuse de la tête de cheval fait partie du nuage d'Orion, s'étend sur près de la moitié de la constellation d'Orion et contient en plus la bande de Barnard et la fameuse nébuleuse d'Orion. La nébuleuse de la tête de cheval, officiellement connue sous le nom de Barnard 33, nébuleuse émise à l'arrière-plan. Donc, on la situe, on la dénomme Barnard 3. Hein, Barnard 3. Nous arrivons à la nébuleuse du Crabe, se situe à environ 6200 années-lumière de la Terre ou du Soleil. 6200, pas beaucoup, enfin bon, c'est pas mal. Observée une première fois en 1731 et redécouverte en 1758 par Charles Messier, c'est un Français. C'est un rémanent de supernova résultant de l'explosion d'une étoile massive en supernova historique. Je vous parlais tout à l'heure des supernovas, du pulsar, des trous noirs, des hypernovas, etc. Pour que vous ayez un petit peu quelques notions sur ces objets astronomiques extrêmement importants. Donc c'est un rémanent de supernova résultant de l'explosion d'une étoile massive en supernova historique observée par un astronome chinois durant la période de la dynastie Song, de juillet 1054 à avril 1056, presque sur 2 ans. On la confond souvent avec la nébuleuse australe du Crabe. Sa vitesse d'expansion est de 1500 km/s. La nébuleuse contient en son centre un pulsar, le pulsar du Crabe, rayonnant 200 000 fois plus d'énergie que le Soleil. C'est énorme, hein, c'est énorme. Donc il convient ici de préciser les différences cosmologiques entre supernova, pulsar et trou noir. Alors qu'est-ce qu'une supernova? On en parle beaucoup en astronomie. Hein. On ne peut pas continuer à étudier l'astronomie sans nous arrêter un petit peu aux supernovas. Voilà. Donc ce n'est pas l'apparition d'une étoile nouvelle, mais plutôt l'ensemble de phénomènes qui résultent de l'implosion d'une étoile en fin de vie. Donc elle implose. L'étoile en fin de vie, elle implose. Elle provoque une explosion, mais interne, intrinsèque. Aucune supernova n'a été observée, grâce à Dieu, dans la Voie lactée, dans notre galaxie. La plus proche est survenue dans une galaxie voisine, dans le grand nuage de Magellan, à 170 000 années-lumière de la Terre. Heureusement, parce que bon, ça fait du dégât. Une supernova dans notre système solaire et nous ne serions plus vivants ici. Il n'y aurait plus de vie dans le système solaire. Le processus chimique de l'implosion ne dure que quelques millisecondes. Mais le phénomène lumineux peut s'étendre sur quelques mois. Une supernova peut rayonner plus d'énergie que plusieurs galaxies entières. Les mécanismes qui produisent une supernova sont les suivants. Le premier résultat est celui de l'explosion d'un cadavre d'étoile appelé naine blanche. Donc c'est une supernova, c'est une naine blanche qui explose. Supernova thermique. Et vous avez ensuite une supernova à effondrement de cœur ensuite, qui est l'implosion d'une étoile massive. La matière expulsée par une supernova s'étend dans l'espace, formant un type de nébuleuse appelée rémanent de supernova. C'est un petit peu comme la Chicxulub, il y a 106 millions d'années, quand l'astéroïde et la comète ont touché un point dans le Yucatan et qui ont détruit les dinosaures.
on observe maintenant, c'est Benjamin Gould, un grand astronome anglais, Benjamin Gould, je ne sais pas s'il est anglais ou américain, il faudrait que je vérifie, qui l'a découvert, qui se trouve à 70 millions de l'année-lumière de la Terre. Donc, voilà, il faudrait un petit peu observer ce fameux cette auréole, cette corolle autour de notre système solaire, la fameuse corolle de Benjamin Gould. C'est un petit peu cela qui s'expose lorsque une supernova implose puis explose. Ça donne ça fait des cataclysmes cosmiques hors normes, quelque chose d'effroyable. La matière expulsée par une supernova s'étend dans l'espace, formant un type de nébuleuse appelée rémanente supernova. La matière est éjectée à une très grande vitesse, plusieurs millions de kilomètres secondes. La nébuleuse du Crabe, dont l'éclat de l'explosion lui a donné naissance, a atteint la Terre il y a moins de 1000 ans. 1000 ans. Donc, oui, voilà. Comme elle se trouve à 6200 années-lumière de la Terre, il nous faudra encore 5200 ans afin qu'elle nous paraisse véritablement, qu'elle nous paraisse visible. Voilà. Donc, maintenant le pulsar. Pulsar, qu'est-ce qu'un pulsar? Un pulsar est un objet astronomique produisant un signal périodique allant de l'ordre de la milliseconde à quelques dizaines de secondes. Il existe des milliers de pulsars connus. La quasi-totalité d'entre eux étant situés dans la Voie lactée, dans notre galaxie. D'autres peu nombreux situés dans les deux nuages de Magellan. Le petit nuage, le grand nuage, pardon, qui se trouve à 70 000 années-lumière d'ici, et le grand nuage, le petit nuage après, à 200 000 années-lumière, donc 30 000 années-lumière de distance l'un de l'autre. Découvert en 1967, le pulsar, donc il est assez récent, ne cesse d'agrandir l'échelle des valeurs astronomiques. Tout pulsar a une gravité gigantesque, mais un grain pèse des milliards de tonnes. Un grain pèse des milliards de tonnes. Si un pulsar était proche de notre Soleil, toute forme de vie disparaîtrait, non seulement sur Terre, mais dans le système solaire. Maintenant, le trou noir. Qu'est-ce qu'un trou noir? On entend souvent parler de trou noir. Qu'est-ce qu'un trou noir? Un trou noir est un objet céleste, si compact que l'intensité de son champ gravitationnel, c'est un des grands mystères de la science contemporaine. Grand mystère. Il est si compact, un objet céleste, si compact que l'intensité de son champ gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement. Un trou noir constitue des restes d'une étoile géante. Donc, les restes d'une étoile géante. Il est plus dense qu'un pulsar. Alors, plus dense, c'est-à-dire qu'il attire tout. Tout objet. Dès qu'un objet, la lumière inclus, et dans son champ gravitationnel, il ne peut lui échapper. Et se trouve avalé par le trou noir. À l'intérieur, il n'y a ni temps ni espace. Aucune loi de la physique ne tient. Aucune loi de la physique. On est aux limites de la compréhension humaine. Peut-être que tout notre univers n'est qu'un trou noir, point d'interrogation. Nous entrons maintenant dans les piliers de la création, les fameux piliers de la création, que beaucoup d'astronomes aiment, car ils sont véritablement, ils ont un beau visage astronomique, ils ont une belle répartition. Vous allez voir. Ils se situent dans la nébuleuse de l'Aigle. Donc retenez cela, les piliers de la création, nébuleuse de l'Aigle, dans la nébuleuse de l'Aigle. Ce sont des colonnes de poussière interstellaires qui se trouvent à 7000 années-lumière de la Terre. Ils auraient été détruits par l'explosion d'une supernova il y a environ 6000 ans. Et cette image nous parviendra dans 1000 ans, bien sûr, car cette structure se trouve à 7000 années-lumière de la Terre. Donc il faut encore 1000 ans, afin qu'elle nous parvienne.
que les piliers de la création nous envoient cette fameuse image. 3 piliers constituent cette structure. Il y en a 3. Il y en a une très dense, un peu plus courte, et l'autre minuscule. Le pilier le plus... Enfin, minuscule. Fait quand même une année-lumière de hauteur. Hein. Le pilier le plus à gauche, puis à plus à gauche, est à environ 4 années-lumière de hauteur. Rendez-vous compte, hein, soit 3 fois plus plus de 3 fois le diamètre de notre système solaire. Notre système solaire fait une année-lumière et demie, hein, jusqu'à la frontière le fameux nuage d'Oort. Il y a 1,5 années-lumière. Donc là, il fait le pilier plus à gauche fait 4 années-lumière. Je pense que l'autre fait 2 et le petit fait 1. Nous entrons ensuite dans une fameuse étoile. Nous apercevons ensuite une fameuse étoile qui est la dernière de notre galaxie pour nous, hein, de notre petit voyage, qui est l'étoile Stephenson 218, qui se trouve à 20 000 années-lumière de la Terre. Alors, je vous en parlais de cette fameuse étoile Stephenson 218. Alors, c'est une étoile supergéante rouge de la constellation de l'écu de Sobieski. Sobieski, S-O-B-I-E-S-K-I. Alors, je vais vous parler de Sobieski parce que, bon, l'écu de Sobieski ou le bouclier, et la chevelure de Bérénice doivent leur nom au roi polonais Jean III Sobieski, qui a vaincu les Turcs le 12 septembre 1683. Il a sauvé la chrétienté. Après 1529, c'est la deuxième grande victoire de la chrétienté contre les armées ottomanes. Si les armées ottomanes avaient vaincu le roi polonais Jean III Sobieski, l'Europe serait devenue musulmane. Et que serions-nous devenus, nous? Merci au roi polonais Jean III Sobieski. Alors, c'est un astronome polonais, Johannes Hevelius, qui nomma cette petite partie du ciel coincée entre l'aigle et le sagittaire en son honneur, Scutum Sobieskianum. Parce que également il a aidé cet astronome. C'est un roi magnificent, c'est un grand roi polonais. La Pologne était un pays immense à l'époque. C'était une royauté énorme, plus importante que toutes ces petites royautés russes. C'était une royauté extraordinaire. Et ce roi était magnanime, il l'a aidé, Johannes Hevelius, à reconstruire son observatoire qui avait flambé l'année après, en 1684. Son observatoire, d'où il observait les étoiles, et cette fameuse étoile Stephenson 218, elle a flambé. Cet observatoire a flambé. Donc le roi l'a aidé à reconstruire cet observatoire. Et c'est pour cette raison que Hevelius, très reconnaissant, a donné son nom à cet écu. Et c'est pour cette raison que cet écu se trouve, où le bouclier s'appelle l'écu de Sobieski. Donc c'est une étoile super géante rouge de la constellation de l'écu de Sobieski. Se trouve à proximité de l'amas ouvert de Stephenson. Son noyau est estimé à 2150 fois celui du Soleil. Vous vous rendez compte, c'est l'étoile la plus gigantesque de notre galaxie. On n'en a pas trouvé d'autre qui est plus grande. 2150 fois celui du Soleil. A un volume 10 millions de fois plus grand que celui du Soleil. 10 millions de fois plus grand que celui du Soleil. Placez cette étoile au centre de Pardon, excusez-moi. Placez cette étoile au centre de notre système solaire, équivaudrait à voir sa photosphère, c'est-à-dire sa surface extérieure, engloutir l'orbite de Saturne, laquelle se trouve tout de même à 1,430 milliard de kilomètres du Soleil. Sur le diagramme d'Erskine-Russell, Stephenson 218 est proche
de la limite de la luminosité possible pour une supergéante rouge. Sa luminosité est de 440 000 luminosités solaires. 440 000 luminosités solaires. Son rayon équivaut à un très grand rayon de 2150 rayons solaires. Vous vous rendez compte? Quelle étoile puissante. Étoile extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Donc, je vais vous parler également un petit peu d'une hypernova, ou une supernova superlumineuse. C'est une explosion qui libérerait l'énergie de plus de 100 supernovas. Donc, une supernova c'est déjà un brut comme calcul, mais alors là, une hypernova, il s'agirait des explosions les plus puissantes de notre univers depuis le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années. Dans une hypernova, le cœur de l'étoile s'effondrerait sur lui-même pour former un trou noir, produisant des jets d'intenses rayons gamma et pourrait expliquer l'origine des sursauts gamma, les fameux sursauts gamma qui ont détruit notre planète il y a 440 millions d'années. Des sursauts gamma. Le modèle collapsar est un type d'hypernova qui produit un objet gravitationnellement effondré. Un sursaut gamma se produit lorsqu'il y a la collision de deux étoiles. C'est peut-être des rayons provenant d'une hypernova, donc du sursaut gamma, qui ayant éclaté à 6000 années-lumière de la Terre, donc très proche de nous, qui a causé l'extinction massive de toutes les espèces animales sur Terre il y a 440 millions d'années. Donc c'est la première grande extinction massive dans le primaire. Donc le primaire va de 600 millions à 600 millions à 250 millions d'années. 250 millions d'années, c'est le secondaire, jusqu'à 65 millions d'années. Donc ça, c'est le fameux secondaire avec les dinosaures, qui ont été détruits 106 millions d'années par la fameuse comète sur astéroïde Chicxulub. Et ensuite, c'est le tertiaire, jusqu'à 2 millions d'années, 4 millions d'années. Et ensuite, le fameux proconsul, le singe arboricole, qui va donner lieu à un séquençage à droite et à gauche. Les progidés à droite et les hominidés à gauche. Mais je vais vous l'expliquer cela dans une autre, ou peut-être là maintenant. Hein. Donc nous avons donc il y a à peu près entre 12 et 6 millions d'années, il y a le singe arboricole, le proconsul, qui se déplace dans les arbres. Et ensuite vous avez donc une séparation qui donne d'un côté les progidés, c'est-à-dire les grands singes, le chimpanzé, le gorille, les gibbons, etc. De l'autre côté, les hominidés. Alors, dans les hominidés, vous avez d'abord l'Homo habilis, qui va devenir un Homo ergaster, c'est-à-dire un Homo qui se déplace. Nous avons l'Australopithèque, là, à ce niveau-là, 2,5 millions d'années, en fait 3,5 millions d'années, 2,5 millions d'années. L'Australopithèque robustus africanus, robustus disparaît, l'Africanus continue à progresser ergaster, c'est-à-dire il se déplace de sa maison, de son domicile, il va vers d'autres domiciles, vers le Moyen-Orient et ensuite l'Extrême-Orient, etc. Donc c'est ergaster. Ensuite, vous avez l'Homo erectus qui se met sur ses deux pattes, qui a déjà une boîte crânienne mieux développée, et on en trouve des spécimens de pithecanthropes découverts par Dr Paille et par Sheila, par de Chardin, par Teilhard de Chardin, dans les années 1930, en Chine, le synanthrope, et le pithecanthrope découvert par Eugène Dubois en 1888 à Java. Et ensuite, vous avez l'Homo sapiens. L'Homo sapiens, vous avez le Néandertal d'abord, de 100 000 ans à 40 000, 30 000 ans avant notre ère, jusqu'au l'homme de Cro-Magnon, 40 000, 30 000, 20 000, 10 000, etc. Et vous avez ensuite l'Homo sapiens sapiens, l'homme préhistorique, et l'Homo sapiens sapiens, l'homme contemporain.
Voilà, je vous ai un petit peu fait un petit peu, un petit cours minuscule de paléontologie. Mais ça, c'est très succinct. Je vous ferai peut-être un jour un cours de paléontologie, mais c'est très complexe, hein, très très complexe et il faut s'accrocher. S'accrocher, c'est même plus complexe que l'astronomie. Donc c'est dire combien la complexité est grande. Donc nous rentrons à présent dans l'espace extragalactique. Nous allons vers les confins de l'univers. Nous sommes sortis de notre Voie lactée, de notre galaxie, et nous allons nous diriger vers les autres galaxies. Alors il y a des milliards de galaxies. Bien sûr, bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous en citer une centaine, mais une ou deux, c'est suffisant. Voilà. Donc, à 106 000 années-lumière du système solaire, on est au bord de la Voie lactée, de notre galaxie. Les directions vers les bords externes de l'univers sont à présent infinies. Les directions sont infinies. Vous pouvez aller... où allons-nous? Laquelle allons-nous choisir? Allez, celle qui se dirige vers la galaxie la plus proche de la nôtre, la galaxie d'Andromède, qui se trouve à 2,5 millions d'années-lumière de la Terre. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Ainsi, les infinies directions vers les bords de notre univers, il y a des milliers de directions. Hein. Je vais vous en citer quelques-unes. Vous pouvez travailler sur ça si vous êtes un jour un crack en astronomie, et si vous avez un télescope de 200-250 mm, vous pouvez travailler sur EO Supercluster, sur Shapley Concentration, sur Iras Dipole, sur Hydro Cluster, sur Colombo Cluster, sur Forma Cluster, sur Persée Supercluster, sur le nuage du taureau, sur Abel Cluster, sur Ur Majeur Supercluster, sur Supercluster Hercule, sur Coma Cluster, sur Virgo Cluster. Voilà, donc il y en a d'autres, il y en a des milliers. Grâce à notre vaisseau spatial supraluminique, on peut se déplacer à une vitesse 100 fois supérieure à celle de la lumière. Donc nous allons nous déplacer où nous voulons. On peut se déplacer à n'importe quel endroit, on fait du zoom avant, zoom arrière, etc. Mais on se dirige vers la fameuse galaxie d'Andromède. Donc, sortons de notre galaxie, la galaxie d'Andromède se situe à 2,5 millions d'années-lumière de nous. Elle se déplace à plus de 1 million de km/h. La lumière que nous voyons de nos jours nous parvenir de cette galaxie date donc d'il y a 2,5 millions d'années, à l'époque de l'Australopithèque, de l'Homo habilis, de l'Homo ergaster. Une époque lointaine où l'Australopithèque peuplait les plaines africaines, le fameux rift, la fameuse plaine qui va du nord de l'Égypte au lac Victoria, au fin fond de la Zambie et du Kenya. Voilà, donc c'est une immense séparation qui nous donne une fosse dans laquelle ont été trouvés pas mal de résidus fossiliens, ce qu'on appelle les hominidés. On a travaillé sur les hominidés grâce aux découvertes qu'on a fait dans cette fameuse fosse. Donc, c'est la galaxie d'Andromède, c'est la galaxie spirale la plus proche de la nôtre, de la Voie lactée, de diamètre d'environ 220 000 années-lumière. Elle contiendrait plus de 1000 milliards d'étoiles. La nôtre contient entre 200 et 400 millions d'étoiles, c'est pas très bien. Certains disent 100 milliards d'étoiles, d'autres disent 200 milliards, le troisième disent 400 milliards d'étoiles. Bon alors, disons entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Alors celle-ci fait quand même 220 000 années-lumière, elle est un peu plus longue que la nôtre, la nôtre fait seulement 110 000 années-lumière de longueur, de diamètre, celle-ci fait 220 000, c'est-à-dire le double. Formée il y a 3 milliards d'années, à une époque où la Terre existait déjà, bien sûr la Terre existait déjà il y a 3 milliards d'années, elle serait le résultat de la collision de deux galaxies, cette fameuse galaxie d'Andromède. C'est pour cette raison qu'elle est devenue très grosse, elle était peut-être plus petite de la taille de la nôtre, donc elle est devenue plus grosse, 220 000 années-lumière.
La masse totale de la galaxie a été estimée, selon les calculs, valoir probablement autour de 1230 milliards de masses solaires. Le noyau actif ou trou noir supermassif au centre de cette galaxie porte la désignation 1431. Trou noir, 1431. Sous l'emprise gravitationnelle d'un trou noir, les étoiles voyageant très vite à 3,6 millions de km/h, soit 1000 km/s. À l'intérieur de cette galaxie, il y a environ 460 amas globulaires. 460 amas globulaires. Une vingtaine de galaxies naines orbitent autour de cette galaxie d'Andromède. La plus massive est la galaxie du Triangle, cette galaxie naine. Il est établi que les deux objets, la Voie lactée et la galaxie d'Andromède, se rapprochent l'une de l'autre à la vitesse approximative de 430 000 km/h, soit environ 120 km/s. Il s'ensuit que les deux galaxies vont se rencontrer d'ici environ 4 milliards d'années. Donc on a le temps de respirer. 4 milliards d'années. Il en résultera de cette union cosmique une grosse galaxie elliptique, puis une galaxie spirale. Notre système solaire, quant à lui, sera relégué à la périphérie de cette nouvelle galaxie, surnommée Lactomède. Les astronomes sont très précautionneux. Ils l'ont déjà baptisé, ils l'ont déjà donné un nom, Lactomède. On se dirige ensuite vers la galaxie M101, située dans la Grande Ourse, et distante de nous d'environ 22,8 millions d'années-lumière. Le diamètre de cette galaxie est de 170 000 années-lumière, donc il se situe entre la Voie lactée, entre notre galaxie et la galaxie d'Andromède. 170 000 années-lumière, et contiendrait environ 1000 milliards d'étoiles, autant que la galaxie d'Andromède, c'est-à-dire environ 10 fois la masse de notre galaxie. Cette galaxie fut découverte en 1781 par Charles Messier, un Français, et Pierre Médin, un Français. William Herschel, un Anglais, fut le premier par la suite à observer de petites taches qui étaient en réalité des fragments de bras spiraux. Dans d'excellentes conditions, M101 peut être observé avec des jumelles. Mais il faut avoir un télescope d'au moins 250 mm pour la distinguer correctement. À présent, à bord de notre vaisseau spatial imaginaire, on dépasse de loin l'apparition des dinosaures sur la Terre. L'apparition des dinosaures, c'est 250 millions d'années. On est à 2 milliards d'années-lumière de chez nous. On rencontre des millions de galaxies, des quasars, des supernovae, etc. On s'éloigne encore, on est soudain à 8 milliards d'années-lumière de la Terre. Des galaxies jeunes et en pleine expansion se déambulent dans l'espace très éloigné. C'est ainsi qu'est née notre propre galaxie. On atteint enfin nos origines, le Big Bang. Il y a 13,8 milliards d'années-lumière. Donc 13,8 milliards d'années. Oui, quand on voyage dans l'espace, on voyage dans notre passé. Et non pas dans notre futur, dans notre passé. On ne connaît pas l'élément déclencheur de ce Big Bang. Un petit point infiniment petit, extrêmement chaud, explose. Une seconde plus tard, il tient dans la paume de notre main. Quelques instants après, il est de la grosseur de la Terre. L'antenne de télévision capte ces fréquences. Ce sont les parasites. Donc, les parasites que l'on voit sur les écrans de télévision, notamment les écrans des années 60, 70, les premiers postes de télévision, on voyait des parasites lorsque l'appareil se mettait en route ou alors que l'appareil avait un petit défaut, un petit retard dans l'allumage. On voyait des parasites, c'est les parasites de notre Big Bang. Très intéressant de savoir. C'est quand même intéressant de savoir. Alors, signalons tout de même, avant de conclure, le supervide d'Eridanus, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de la constellation d'Éridan, à 3 milliards d'années-lumière de la Terre, donc à 3 milliards d'années d'ici. Découvert entre 2007 et 2015, le grand vide aurait un diamètre de 1,8 milliard d'années-lumière. Diamètre de 1,8 milliard d'années-lumière. Et de 6 à 10 milliards d'années-lumière en redshift. C'est-à-dire en allant dans le décalage vers le rouge. Dans le diagramme d'Hertzsprung-Russell. Il y a le décalage vers le bleu
lorsque les galaxies se rapprochent de nous, et le décalage vers le rouge lorsque les galaxies s'éloignent de nous. Donc, ce supervide d'Eridanus est complètement vide, ou plutôt, il pourrait contenir des milliers de galaxies. Ce supervide contiendrait environ 20% de choses en moins que dans notre partie de l'univers. En outre, les chercheurs ont même découvert qu'il manquerait près de 10 000 galaxies dans cette partie de l'espace. Alors bon, il a fallu quand même des calculs assez astrophysiciens. Les astrophysiciens sont quand même devenus très forts. Hein. Il manquerait 10 000 galaxies dans cette partie de l'espace. Comment expliquer l'apparition de ce vide? Il s'agirait de l'hypothèse d'un multiverse, c'est-à-dire d'une hypothèse de plusieurs milliers, voire milliards de galaxies, d'univers tels que le nôtre. Donc l'espace n'aurait pas de fin. Il y a peut-être un commencement, c'est le nôtre, c'est notre vie. Lorsque nous naissons, lorsque nous sommes à un jeune âge, 20, 30, 40 ans, on peut s'intéresser à l'astronomie et découvrir toutes ces choses que je vous dis. Sinon, lorsqu'on lève les yeux, l'univers n'a pas de fin, puisque notre univers à nous a une fin, mais d'autres univers viennent se télescoper avec le nôtre. Donc, je vais vous expliquer tout cela. Il s'agirait de l'hypothèse d'un multiverse. Multiverse, c'est ce qu'on appelle lorsqu'on parle de plusieurs milliers, voire milliards d'autres univers. Donc notre univers a fait une collision gigantesque avec un autre univers. Par conséquent, chaque chose que tu as fait dans cette vie, chaque chose que tu fais, a eu des conséquences dans un univers parallèle. Toute chose que tu fais a eu une conséquence dans un univers parallèle. Si tu as, alors qu'il y avait sur la table des tomates, du pain, du beurre, etc. Si tu as mangé des tomates, dans un autre univers, semblable à toi, a mangé des tomates. Si tu as mangé toi des tomates, lui il a mangé du pain beurré, et vice-versa, etc. Donc c'est assez intéressant. Hein. Il y aurait donc une infinité d'univers parallèles. Un vide froid s'est formé après la collision de deux univers, un vide froid. La théorie des cordes maintenant, hein, appliquée au trou noir, pourrait l'expliquer. Un trou noir déforme l'espace et le temps. On ne peut en sortir. Un trou blanc, naissant en même temps que ce trou noir, ne permet à aucun objet cosmique de s'en approcher. Donc le trou noir serait donc un portail vers un autre univers, duquel on sortirait par le trou blanc. Donc, dans notre univers, il y a des trous noirs, ce sont des sorties de tunnels qui nous permettent de rentrer dans notre univers par un trou blanc. Et peut-être de sortir d'autre univers par un trou noir et de rentrer dans notre univers, et ainsi de suite. Cette énigme reste l'une des plus grandes questions de la science contemporaine et de la science astrophysique. Voilà, donc j'ai fait le tour rapidement. Hein. Donc voilà, vous m'excuserez pour tous les détails, s'il y a eu quelques erreurs. Bon, l'erreur étant humaine, comme j'ai fait l'erreur la dernière fois avec le vaisseau spatial, j'espère que vous m'en saurez pas gré et que vous me pardonnerez cette petite erreur que j'ai faite la dernière fois. Voilà, donc je vous aime tous et j'ose espérer que vous allez vous intéresser à l'astronomie et que vous allez regarder l'astronomie avec d'autres yeux. Ayez les yeux d'un curieux, d'un chercheur. Ayez les yeux qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils voient. Regardez derrière de ce que vous voyez et faites-le toujours avec amour. Amour pour, oui, pour vous-même, mais surtout pour les autres, pour toutes les générations qui sont là avec vous et qui viendront après vous. Voilà, je vous embrasse. Bonne journée, excellente journée.